Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Et ce soir, bien évidemment, on va s'attarder sur le Grand Prix d'Italie qui s'est disputé hier sur le circuit du Mugello. Pour m'accompagner dans ce débrief, et bien évidemment, j'ai toujours mes acolytes. Alexis, salut Alexis, Eric. ça va? Très bien. Michel? Salut Eric. Vient juste de se poser, l'avion est arrivé il y a quelques minutes, ça a été un petit peu la course. Et Monsieur Stade, Thomas Morcellino, ça va Thomas? Ça va très bien. Bon, alors ce soir, évidemment, on va parler de ce Grand Prix. On aura le débrief de Michel Turcot, on aura la rubrique de Alexis, et puis Olivier, pardon, Thomas reviendra sur les statistiques qui sont liées à ce Grand Prix d'Italie. Je vous rappelle qu'on est en direct sur les plateformes donc Facebook de Sans Concession, de Moto Revue, de Moto Journal et de Moto Station. Vous pouvez interagir. Vous pouvez poser vos questions. Les plus intéressantes seront sélectionnées et celles qui seront passées à l'antenne, eh bien, gagneront, Alexis, quelques petits cadeaux. Alors, comme il y a 15 jours, on a 2 jeux MotoGP 21, Xbox et PlayStation. Donc ça, c'est pas mal. Et puis aussi, ce soir, un pack iPhone pour les motards, pour graisser leur Entretien chaîne, kitchen. nettoyer. Voilà, les petits cadeaux du jour. D'accord. Et donc, pour terminer l'émission, dans la seconde partie de l'émission, on aura le plaisir de recevoir Pascal Couturier, qui est le directeur de Shoei Europe, et on pourra parler bien un petit peu des contrats, des relations qu'un équipementier avec son pilote. Bref, une deuxième partie d'émission qui devrait être très intéressante. Allez, on commence tout de suite par le débrief de Michel. Voilà donc le débrief de Michel. Michel, donc ce Grand Prix, c'était le 6e de la saison. Un Grand Prix qui, personnellement, au niveau de l'intensité de bagarre en course, n'a pas été extraordinaire. Par contre, il y a eu pas mal de rebondissements. Mais avant de rentrer dans cette analyse, Michel, évidemment, impossible de passer sans évoquer malheureusement l'accident qui a coûté la vie au jeune Jason Dupasquier lors des essais qualificatifs pré-Moto 3. Un accident qui a un peu plombé le paddock aussi. Bien évidemment, hein, quand on perd un membre de sa famille, le week-end devient compliqué. Le dernier accident de ce type, c'était en 2015 à Barcelone avec Luis Salom. 2016, pardon. Donc voilà, c'est pas très longtemps. Il y a 10 ans, on perdait Marco Simoncelli. Donc c'est vrai que c'est des moments compliqués. Voilà. En plus, c'est arrivé donc le samedi après-midi pendant la séance de qualification des Moto 3. Et le décès, on a appris le décès le dimanche matin, à la mi-journée, juste avant le départ des Moto 2. Donc ça a été très, très lourd à porter, quoi. Ouais. Et puis il y a eu quand même un peu de polémique. On a vu Petrucci, moi j'ai lu Petrucci sur les réseaux qui disait que face à ce genre d'accident, on reste avant tout des hommes et que ça aurait été préférable de pas courir. En fait, c'est la gestion de l'annonce aussi. Quand on voit les pilotes regroupés avant le départ pour rendre hommage, bien sûr qu'il faut rendre hommage. On n'est pas là pour dire qu'il fallait pas rendre hommage, mais le moment était peut-être pas le mieux choisi, non? Oui, disons, il y a plusieurs choses. On va déjà évoquer quand même l'accident en lui-même. Hein, donc, un accident en Moto 3 dans les petites cylindrées, un accident mortel, pardon, c'était plus arrivé depuis 1983. C'est ça, je crois que c'est sauf erreur. Ouais. Ouais, et c'était un pilote suisse. Donc c'est assez rare. Malheureusement, voilà, Jason est tombé et il a été percuté derrière. Alors les images, on a du mal à voir un petit peu ce qui se passe, mais a priori, ça serait plutôt Jérémy Alcoba qui l'aurait percuté. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, c'est un incident de course. Voilà, Jason, c'était un espoir suisse et on sait que la Suisse n'a plus beaucoup de pilotes. Hein. Thomas Luthi est sur la fin, donc c'est vrai que c'est avant tout tragique pour la famille. 19 ans, voilà, c'était sa deuxième saison de Grand Prix. L'an dernier, avec le team Prustel, il avait marqué aucun point. Et là, depuis le début de l'année, il était dans le coup. Il marquait des points régulièrement. Il avait fait une belle 7e place à Jerez. Donc c'est vrai qu'il était en train d'éclore, on va dire. Donc c'est tragique. Dans les points, toutes les courses, un gros déclic cet hiver, ils en parlaient récemment. Et c'est vrai que ça fait toujours un choc, mais c'est vrai que la sécurité a énormément progressé, mais ça c'est le cas de figure d'un accident qu'on peut pas gérer. On pourra jamais, on risque zéro, n'existera jamais. Et on oublie souvent que malheureusement c'est dangereux, mais voilà, il y a des choses comme ça. Bon allez. Donc après,
On va quand même revenir sur l'incidence qu'a eu. Donc tu en parlais, hein, la Dorna a décidé d'honorer sa mémoire avec une minute de silence juste à un quart d'heure du départ du MotoGP. Donc là, effectivement, on peut se demander si c'était très judicieux. On imagine, avant de prendre un départ, se concentrer juste après avoir appris le décès d'un autre pilote, c'est difficile. Bagnaia, qui est tombé en course, a dit qu'il avait vraiment eu beaucoup de mal à se concentrer. Petrucci a dit on n'aurait pas dû prendre le départ. Donc c'est vrai, dans ces cas-là, c'est compliqué. Et Jack Miller a même dit, lui a remis en cause un petit peu la gestion de ces moments-là, et notamment pendant l'accident, hein, puisque donc l'intervention des équipes médicales a duré très longtemps sur le circuit. On a fait venir un hélicoptère médical qui s'est posé sur la piste, donc pendant plus d'une demi-heure, on avait ces images assez lourdes et qui tournaient. Et pendant ce temps-là, les pilotes MotoGP étaient prêts pour la FP4, donc ils étaient dans le box, équipés, et ils ont des écrans sur lesquels tournaient en boucle ces images. Donc c'est vrai que tout ça, la gestion mériterait d'être améliorée. Ouais. Et puis Bagnaia disait aussi que si ça avait été un pilote MotoGP, on n'aurait probablement pas couru. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'effectivement, ça aurait été différent. La dernière fois qu'on a eu une course annulée, c'était Marco Simoncelli, mais c'était encore une fois, il s'est tué dès le début de course. Et là, on savait, il a perdu son casque. Enfin, je veux dire, c'était donc là, c'était pas possible de demander. C'était évident que la course allait être annulée. Là, c'est le cas de figure est différent. De la même manière, pour Louis Salom, on n'a pas. Je crois que là, ils avaient posé la question à l'époque à Louis Salom, à la famille, pour savoir s'il fallait rouler. Et du coup, je crois que la famille avait dit non, il faut continuer. Voilà. Après, dans ces cas-là, c'est soit on dit on annule l'événement par respect pour la famille, ou alors on court pour le copain qui est mort. Bien sûr. Et Rossi a eu, je pense, des bons mots par rapport à ça. Dans ces cas-là, c'est soit tu poses ton casque, tu rentres chez toi et puis c'est terminé, soit tu fais ils sont conscients des risques, donc soit tu remets ton casque et tu... Justement, Marc de Rouen nous demande si un pilote n'avait pas voulu prendre de départ, est-ce qu'il aurait été sanctionné ? Non, d'ailleurs, le coéquipier de Jason, le pilote japonais, n'a pas pris de départ. Et Thomas Luthi non plus. Et idem, il y a un jeune pilote suisse de la Rookies Cup qui n'a pas couru. Ouais. Bon, allez, on va passer au débrief. Juste pour terminer avec cette rubrique un peu triste, on va juste rendre hommage également et dédier cette émission à Thomas Bonnecarrère, qui nous a quittés en début de semaine, juste après le Grand Prix de Monaco. Voilà, c'était un petit clin d'œil à Thomas. Allez, on passe aux faits marquants, Michel. On va essayer de retrouver un petit peu, nous aussi, notre sourire. Parce que le sourire, c'est les Français qui nous l'ont donné hier. Bah oui, Fabio, 3e victoire, 4e pole position d'affilée. Et bon, 3e victoire, si on met le Grand Prix de Jerez, où ses bras l'ont lâché, je pense qu'il pourrait compter une victoire de plus. Ouais. Il a encore dominé de la tête et des épaules ce Grand Prix d'Italie. Alors, il n'était pas le favori. Hein, et là, il vient d'enchaîner 2 courses où, sous la pluie, on ne l'attendait pas. Au Mugello, on attendait des Ducati. Et c'est lui qui a gagné. Donc, il a récupéré pour ce Grand Prix d'Italie le All Shot Device à l'avant. Hein, on en a beaucoup parlé. Alors, attends, Michel, je te coupe. Parce que le All Shot Device, notre ami Thomas, ici présent, a consacré un très bon article. Je vous propose, si vous voulez tout comprendre sur le All Shot Device, eh bien, vous allez en kiosque, vous cherchez ce GP Racing, le numéro de 37, ce mois-ci, 37 mai, juin, juillet, et vous comprendrez tout sur le All Shot Device. Voilà, excuse-moi, c'était une petite minute de promotion pour Thomas. Sur le Shot Device qui permet de bloquer la fourche en position basse, donc qui permet pendant le départ d'éviter le wheelie, donc de passer plus de puissance au sol. Il demandait ça depuis très longtemps à Yamaha. Il a eu pour ce week-end et il a fait un départ exceptionnel puisqu'il est au coude à coude avec Bagnaia jusqu'à ce qu'ils enclenchent la 4e et que la Ducati fasse la différence. Mais quoi qu'il en soit, il arrive à virer au premier virage. Il est 2e avec et puis il a réussi à mettre la pression sur Bagnaia qui est parti à la faute. Alors Bagnaia, j'en ai parlé tout à l'heure, a dit qu'il n'était pas très concentré. Quoi qu'il en soit, il a fait une erreur. Et puis après,
On a eu Zarco qui s'est accroché derrière un bon moment. Et qui puis, est pas même passé en tête furtivement, mais qui est passé en tête pendant 2 tours, je crois, c'est ça. Voilà, ils sont un peu chicorés tous les deux. Mais c'était propre, hein. Ça m'a fait plaisir entre guillemets parce qu'on voyait qu'il savait que Fabio était derrière lui et qu'il fallait qu'il le bloque, mais il n'était pas entre guillemets sale comme des fois on peut voir des manœuvres, tu vois. Non, mais surtout ça, enfin voilà, le circuit du Mugello, on parle beaucoup de sa ligne droite, mais il y a aussi ces chicanes extrêmement rapides. Et là, bon, c'était clair, ça permettait de voir les qualités des deux machines. Hein. On a une Ducati qui ressort très bien des virages lents, on va dire, avec de l'accélération, et puis cette Yamaha qui permet de rentrer en virage. Il prenait les trajectoires qu'il voulait. Ouais. Donc il s'est pas laissé faire par Johan. Et puis après, à coup de 2 dixièmes, il a fait 3-4 tours avec 2 dixièmes, il a creusé le trou. Puis là après, une fois que l'avantage est pris, qu'on peut plus être repris en ligne droite, il a augmenté, il a déroulé, il a pris une bonne avance et il a parfaitement géré sa course. Ouais. Donc voilà, magnifique. Donc ce qui fait qu'au classement du championnat du monde, eh bien avec cette nouvelle victoire et la 4e place de Johan Zarco, on a de nouveau 2 Français en tête du championnat du monde. Alors Thomas, je te disais depuis quand c'est pas arrivé, mais c'est vrai que j'allais chercher loin, mais en fait loin c'est Doha en début de saison, mais sinon avant c'était jamais arrivé. Donc là c'est quand même exceptionnel quoi. On a oui, et puis encore une fois, Johan a fait aussi alors il est pas sur le podium, on a longtemps cru qu'on allait avoir enfin un doublé, un premier doublé avec un 1-2, mais bon voilà, il s'est battu longuement avec Oliveira et Emir, et en fin de course les pneus usés, sa moto bougeait beaucoup et il a dit qu'il physiquement il a manqué un petit quelque chose pour s'accrocher jusqu'au bout. Mais voilà, on sent que petit à petit, il commence vraiment à la maîtriser de mesure en mesure, cette moto. Et ça va être intéressant de voir, même si les prochains tracés, on peut imaginer que Fabio, en tout cas, ils seront à l'avantage de Fabio. Barcelone, il a gagné l'an dernier. Il avait fait son premier podium. Jusqu'à présent, on avait des pronostics en se disant Le Mans, ça sera plutôt favorable à un tel. Ici, au Mugello, ça va être un carton plein pour Ducati. D'ailleurs, à ce sujet, malheureusement, je peux vous le dire d'ores et déjà, pour le concours et le casque de Johan Zarco, personne n'a trouvé. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas de Ducati sur le podium, Thomas, c'était pas arrivé depuis 2014. Au Mugello, bien sûr, oui, au Mugello. Donc voilà. Après, par contre, il y a une marque qui a retrouvé le sourire en Italie. C'est une marque autrichienne, c'est KTM. Ouais, bah oui, KTM avec 2 pilotes dans le top 4 et un podium d'Oliveira. Dans le top 5. Dans le top 5, pardon. Podium d'Oliveira qu'on n'attendait pas, puisqu'on se souvient qu'au Qatar, les motos avaient souffert d'une vitesse de pointe insuffisante. Voilà, là il y a des progrès. Alors il y a 2 explications. Un nouveau châssis, dont les pilotes disent le plus grand bien, et puis un nouveau carburant. Un nouveau carburant français chez les 2 factories, ETS, qui est un carburant réservé à la compétition. C'est une petite société qui est du côté de Rouen, qui équipe aussi Suzuki. Et on voit que comme par hasard, les Suzuki tenaient bien aussi dans la ligne bien, quoi. Donc c'est vrai, ça va agacer, je pense, nos amis de chez Elf, puisqu'on sait qu'Elf est partenaire de l'équipe Tech 3. Donc c'est bien, ça va créer peut-être un petit peu d'émulation, quoi. Et puis on précise que justement avec ce nouveau carburant, Brad Binder a égalé la meilleure vitesse de pointe de l'histoire de Johan Zarco, 362,4 km/h, exactement la même. Par contre, lui, il a tourné au bout. Au Mugello, et en plus, il a pris le virage. Exactement. Et le dernier record au Mugello, puisqu'on se souvient que l'an dernier, il n'y a pas eu de course là-bas, en 2019, la top speed, et c'était du 356. Voilà. Donc il y a carrément eu une belle amélioration sur ces 2 années. En plus, je crois qu'il l'a fait sans aspiration. Il l'a fait vraiment tout seul. Et pour revenir, parce qu'on a un peu évoqué Ducati, oui, c'est ce que j'allais te lancer là-dessus, Michel. C'est la déconvenue quand même. C'est la déception. Après, Bagnaia a été, je pense qu'il aurait pu se battre avec Fabio jusqu'au bout, puisqu'aux essais il était là. Par contre, Miller un peu en difficulté. Il s'est plaint du vent. Voilà, il n'était pas comme on aurait aimé qu'il soit, quoi. En tout cas. Et encore une fois, c'est Johan qui porte les couleurs Ducati finalement, parce qu'il avait déjà été premier Ducati en course, et là c'est encore lui qui porte les couleurs de la marque. Ça va vraiment finir, tu le disais l'autre jour, ça va vraiment finir par agacer les sponsors. Pramac a re-signé d'ailleurs ce week-end 3 ans. Avec Ducati. D'ailleurs, 3 ans avec Ducati, et on précise que Ducati a re-signé également Miller, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Oui. Et Bagnaia, pour l'instant, c'est pas encore. Bagnaia, il y a un contrat de 2 ans. D'accord. L'année prochaine, a priori, on risque fort d'avoir 8 Ducati. C'est quasiment fait, puisqu'on aura plus avec le team
le team VR46. de VR46 et 2 chez Grésini, puisque Grésini va récupérer son équipe, Aprilia s'engageant de manière officielle avec ses 2 pilotes. D'accord. Alors, on a parlé de Ducati. Par contre, on va parler d'une marque où depuis le début de l'année, on ne sait pas par quel bout commencer, mais ça va toujours aussi mal chez Honda, voire pire. Ça va même de plus en plus. Quelques chiffres peut-être. Bah, écoute, là, Il a pas ses notes là, donc on va voir. Maître statistique, s'il vous plaît. Non, mais écoute, déjà le record de disette, ils étendent parce qu'en fait ils avaient atteint leur record au Mans, donc c'était 19 courses consécutives sans victoire. Là, ils étendent, ils passent à 20. Et ensuite, pas de Honda dans le top 11, parce que le premier Honda, c'est Paul Espargaro en 2e position. Au Mugello, c'était jamais arrivé depuis leur retour officiel en 82. Donc, effectivement, là, c'est compliqué. Alors, beaucoup à dire sur Honda. Hein. On va commencer peut-être par Marquez, qui a encore fait, qui s'est illustré, mais pas dans le bon sens. Donc, on l'a vu aux essais. Il y a eu déjà la polémique. Voilà. Prendre la roue, alors prendre une roue, on peut comprendre, il est en difficulté physiquement, ouais. Il a dit, il a besoin, on sait que le Mugello c'est un circuit hyper rapide avec ses changements de direction très vite, avoir un point de repère devant, ça va être toujours au niveau du chrono, donc on peut comprendre qu'il ait décidé de prendre une roue, mais la façon dont il a fait avec Vinales, c'était grotesque. Mais est-ce que c'était pas pour l'énerver, lui mettre aussi de la pression, sachant que Vinales était aussi comme lui en. Mais là, on sent qu'il vit tellement mal ses problèmes qu'il essaie d'embrouiller les autres. Quoi. Au warm-up, il a fait pareil avec Bagnaia. Quoi. Bagnaia s'est arrêté, il s'est arrêté derrière lui. Enfin, warm-up, c'est ridicule. Et en course. Il va percuter Binder, c'est lui qui tombe. Binder se retrouve avec son airbag bloqué, il faut 2 tours pour reprendre sa position. Morbidelli sort de la piste, enfin voilà, il a encore fait un peu n'importe quoi. Et alors que pendant les essais, il a expliqué que voilà, il avait compris qu'il fallait qu'il soit patient, que son épaule. Enfin, il a un discours. Il a un discours qu'il l'applique pas et les faits vont à l'inverse en fait. Faites ce que je dis, mais je le fais pas moi. Quoi. Donc, après le Grand Prix de France, il a aussi dit que finalement on pouvait pas aller contre sa nature. Sa nature, c'était d'attaquer tout le temps. Là, le problème, c'est qu'il est au-dessus de ses lattes, qu'il fait n'importe quoi et qu'il risque en plus à chaque fois de se blesser. Enfin, on va pouvoir discuter à Alzamora, il croise les doigts dès qu'il prend la piste. Donc, et dans cette équipe, il n'y a personne capable de gérer le pilote. Alors, sportivement, la gestion d'Alberto Pucci est lamentable et techniquement, ils sont tous à l'ouest. Je veux dire, la moto, elle est de moins en moins performante. Alors, on met ça sur le fait que Marquez n'est plus là pour la développer. Bon, c'est une chose. Mais Bradle, l'an dernier, il avait fait du bon boulot et on commençait à dire qu'il avait justement bien travaillé. Qui a dit qu'il avait fait du bon boulot? Le problème, c'est que la moto, le petit Marquez qui l'an dernier fait 2 podiums, là cette année, il tombe, il s'est chute sur chute, il a perdu confiance, il ne sait plus où il est. Nakagami, les Japonais lui mettent la pression en pensant que c'est le futur champion du monde. Il n'a jamais fait un podium. Et Paul Espargaro, là, qu'est-ce qui lui arrive? Il perd un appendice aérodynamique. Il a touché personne, c'est décroché. C'est-à-dire que la moto, ils ont des problèmes techniques indigne du HRC, quoi. C'est la gestion, la gestion globale de l'équipe Honda Repsol. Il faudra un coup de je pense qu'à un moment donné, du côté du Japon, ils vont un peu s'agacer, quoi. Sachant en plus qu'ils ont signé un Marquez 4 ans avec un salaire de ministre. Ouais. Donc je pense qu'il va falloir que certains rendent des comptes à un moment donné. Et puis en plus, la semaine prochaine, on est à Barcelone, donc ça va encore rajouter un peu de pression supplémentaire, j'imagine. Et puis après, c'était étrange, je voulais juste rajouter que c'était étrange pendant tout le week-end. En plus, il y avait quelque chose qui planait sur le fait de savoir s'il allait finir le week-end ou pas. Marquez, Alberto Pucci avait. Là, il est allé faire des essais avec une 600 après le Mans et il a fait un run, il s'est arrêté, il n'est pas bien sur la moto. En fait, c'est plus le bras est guéri, enfin la fracture est guérie, l'infection est. La consolidation est faite, mais après c'est d'autres. L'infection, il va arrêter bientôt les antibiotiques parce que l'infection est jugulée. Donc la blessure dans l'an dernier, elle est entre guillemets réglée. En revanche, les problèmes aux épaules qui sont dus à ces multiples chutes, on sait qu'il s'est fait opérer des 2 épaules, des ligaments, parce que à force de tomber, je veux dire, il y a l'addition qui arrive, quoi. Et c'est cette épaule-là qui lui pose problème. Donc il n'arrive pas à récupérer physiquement et il n'arrive pas à avoir la position dont il a besoin pour piloter. Donc est-ce que ça va revenir? Là, c'est pareil, personne ne le sait. Ouais. Donc c'est quand même inquiétant. Et lui, sa gestion émotionnelle, elle est aussi problématique, quoi. Ok, très bien Michel. On va clôturer ton débrief sur ces paroles en espérant que dès le week-end prochain, Honda reverra la lumière du côté de Barcelone. On va passer maintenant à l'instant stat avec Thomas.
Alors Thomas, ce Grand Prix d'Italie au Mugello, on en a largement parlé, on a évoqué évidemment quelques stats, mais qu'y a-t-il d'autre à aller chercher un petit peu derrière la coulisse? Aller chercher, en fait, si vous vous souvenez, il y a 15 jours, je vous ai dit que pas d'Espagnol sur le podium, sur 2 courses consécutives, tout ça. Et donc, du coup, on a eu un Espagnol ce week-end grâce à Joan Mir. Et donc, mine de rien, c'est le 500e podium espagnol en catégorie reine. Donc, l'Italie mène toujours avec 686 podiums en catégorie reine. Mais bon, c'était à souligner que l'Espagne a atteint son 500e podium, sachant que c'est que depuis très, très récemment en fait qu'ils ont commencé à truster les premières places, les podiums. C'était à l'époque avec Alex Crivillier. Ouais. Donc c'est pas si contrairement à l'Italie qui est là depuis le début. Là c'est juste pour souligner qu'ils arrivent déjà à 500 podiums. Donc bon, ils ont beaucoup de représentants mine de rien. Donc, voilà. Oui. Deuxième chiffre dont je ne suis pas encore sûr, donc là je suis encore en train d'enquêter, c'est donc en fait le podium de Fabio Quartararo, c'est le 750e probablement de Yamaha en catégorie reine. J'ai juste un doute sur le TT75 et le TT74, savoir si c'était bien des Yamaha sur le podium et pas des hybrides. Mais toujours est-il que si c'est 750, en fait il compte 100 podiums de moins tout juste que Honda qui en compte 850 et qui depuis Alex Marquez au Grand Prix de France, ou à Teruel, Aragon. Ouais, à Teruel, je ne sais plus si c'est Aragon, Teruel, Ouais. Aragon, n'a pu occuper une place sur le podium. Donc du coup là, Yamaha regagne du terrain sur ça. Et puis un dernier chiffre peut-être intéressant, donc c'était déjà le cas après le Portugal. Là, on a, juste pour parler un peu du Moto2, on a eu Joe Roberts qui a été privé, tu vas peut-être en parler tout à l'heure, qui a été privé de la 3e place sur le podium. Donc il termine 4e, mais il y a aussi Cameron Bobier qui lui termine 8e position, son meilleur résultat cette saison. Et donc ça fait 2 Américains dans le top 8, donc ce n'était pas arrivé en catégorie intermédiaire depuis Laguna Seca en 89. Donc ça remonte à c'était hier. Ouais, c'était voilà. Donc c'était déjà arrivé après le Portugal. Notre ami John. Ouais, Kocinski devait être dans les deux. Je crois qu'il y avait lui et Phyllis, je sais plus si c'est, j'ai un doute, Tom Phyllis, je crois. Non, Tom Phillips, c'est les années 60. Ouais, Jim Phillips. Jim Phyllis. C'est pas Jim Phillips, hein, c'est Jim Phillips. Phillips, ouais. Voilà, donc c'était juste pour ramener ça, mais c'était, comme je le précise, ils avaient déjà fait top 10 tous les deux au Portugal, donc c'était déjà le record, Laguna Seca 89, donc voilà, mais là ça se resserre de plus en plus. Cameron Bobier, c'est pas mal ce qu'il fait cette saison. Oui, sa première année, après pas mal d'années en Moto America sur une Superbike qui n'a rien à voir avec une Moto 2. Et puis surtout, il supplante son coéquipier Marcos Ramirez, qui a chuté encore, je crois. Ouais, c'est compliqué pour lui et qui normalement devrait avoir le statut numéro 1 chez American Racing. Très bien Thomas, merci. Et Avec on plaisir. va passer justement, la transition est toute trouvée, on va passer maintenant à la rubrique d'Alexis, le débrief d'Alexis. J'ai perdu le timer, il n'y a plus de timer. J'ai un décompte sur 30 minutes. Alors Alexis, ta chronique, on va évidemment parler Moto 2, Moto 3, mais pas que. Pas que, pas mal de catégories. Ce week-end, on a passé beaucoup de temps à suivre tout ça. Alors, Moto 2, première victoire de la saison pour Rémi Gardner, qui était déjà quasiment sur tous les podiums. Là, ça y est, enfin, il gagne et il bat surtout son coéquipier Raúl Fernandez pour 14 millième, deuxième écart le plus serré de l'histoire du Moto 2. Bonne pioche pour Rémi Gardner parce que je pense qu'une nouvelle fois s'il avait terminé derrière Raúl Fernandez ça aurait fait mal pour lui. Sam Loves encore une chute alors qu'il était deuxième donc là il a repris son rythme de croisière malheureusement. Et Augusto Fernandez, l'autre Fernandez, voilà. les deux pilotes VDS mauvais dans week-end le pour bac à VDS. gravier comme le week-end précédent. Ouais. Et puis la troisième place, c'est, tu l'as dit Thomas, Marco Bezzecchi qui la récupère sur tapis vert. Il termine en fait derrière. Aide-moi. Raúl Fernandez. Non. Oh là là. Joe Roberts. Joe Roberts, merci. Non, mais je pensais que Désolé, je je suis fatigué. Il y en a un qui suit, c'est bien. Merci. Il termine derrière Joe Roberts, mais Joe Roberts a mordu sur la ligne verte. On a eu le cas aussi en MotoGP. Beaucoup de polémiques. Encore une fois, dans le dernier tour, on est immédiatement dépossédé d'une position si on mord un peu dans le vert. Donc, Bezzecchi qui sauve les meubles à domicile, mais loin quand même du duo à Joe. Moto 3. Ouais. Grosse course en paquet avec le phénomène des aspirations au Mugello, toujours ces courses intéressantes. Et Denis Foggia qui retrouve enfin la victoire. Très ému à l'arrivée, Denis Foggia.
Massia sort la tête de l'eau, deuxième. On se rappelle, il a gagné la première course de la saison et depuis, ça avait été très compliqué alors que son coéquipier Pedro Acosta brillait de mille feux, j'ai envie de dire. Et puis Rodrigo, deuxième podium en carrière. Ça fait longtemps qu'il est là, Gabriel Rodrigo, et ça fait du bien pour lui enfin. C'est son deuxième podium depuis Catalogne 2018. Ça fait c'était sa 109e course, je crois. Pedro Acosta, toujours leader du championnat, il n'y a pas de souci. Oui. Notre petit prodige. Moto de l'année prochaine. Ça y est, t'as des infos, Michel? Ça y est, Bon, a priori, les deux, Gardner et Fernandez, seront certainement pilotes Tech 3 l'année prochaine. Parce qu'il y a peu de chances que Petrucci et Lecuona soient conservés. Et donc, on peut imaginer que. La saison des transferts Enfin, en commence tout de cas, plus en plus tôt. Là, on arrive au mois de juin. On arrive au mois de juin. Avant, on avait normalement, avant, c'était à Seine. Voilà, j'allais le dire, tu vas couper. C'est dans un mois. Voilà, ouais, on remarque. Mais là, c'est sûr qu'à Joe, encore une fois, aussi bien en Moto 2 qu'en Moto 3, gros carton. C'est quand même monstrueux. Quoi. Ouais. Parce que du coup, Acosta. Les deux sont en tête du championnat, je crois. Ouais. Et du coup, Moto 2, Moto 3. Ouais, tout à puis, fait. et du coup, Acosta, en plus de ça, vu comme on en parlait tout à l'heure, vu que derrière ça chicorne quelques points, Massia, voilà, donc du coup, là, même Acosta en terminant 8e, il a 2 courses d'avance en fait. 52 points d'avance, c'était pas l'écart comme ça après 6 courses, c'était pas arrivé depuis, sauf erreur, depuis 95 avec Karuchi Kaoki en tête du championnat. Il a encore fait un sacré week-end Acosta, même s'il termine 8e. Première ligne, en passant par la. Ouais, en passant par la Q1. Ouais. Tout à fait. Alors après, un petit peu de Rookies Cup aussi, au Mugello ce week-end. Ça vaut le coup d'en dire un mot puisqu'on a peut-être encore là un futur grand pilote. Puisqu'en première course, on a la victoire d'un japonais, Furu Sato, le samedi, 15 ans seulement. Et c'était sa première course de la saison. Il n'a pas participé aux premières courses Rookies Cup de la saison. Il arrive, il gagne à 15 ans. Donc voilà, pilote à suivre. C'est un pilote de l'ATC, non? C'est ça? C'est exactement, il a gagné les 4 premières courses de la saison en ATC. C'est l'Asian Talent Cup pour ceux qui suivent. Il y a l'Asian Talent Cup, l'European Talent Cup, la British Talent Cup. On attend la French Talent Cup, on verra si ça arrive un jour. Un peu plus compliqué. Et puis David Munoz qui gagne le dimanche et qui est en tête du championnat. Une petite image dont on n'a pas parlé mais qui s'est produite juste avant le départ, c'est Enea Bastianini qui est venu percuter Johan Zarco sur la grille. Alors moi j'ai une autre, oui ils se sont touchés, mais moi je pense qu'ils tapent dans la moto quand ils passent par-dessus en fait. Je pense pas qu'ils le percutent. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais en fait, quand on voit en caméra embarquée ou même sur la moto, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Johan n'est absolument pas blessé, parce que c'est le genre d'accident qu'on avait déjà. Il avait la selle cassée. Mais en fait, la selle cassée, c'est quand il passe par-dessus, et je pense qu'il tombe sur la moto de Johan, et peut-être que je me trompe, mais sur les images que j'ai pu revoir, j'ai l'impression que c'est lui qui abîme la moto. Parce que sur ces phases d'arrivée sur la grille après le tour de chauffe, donc on met beaucoup des. Il y a le shot device, mais maintenant ils ont carrément des systèmes, ils les enclenchent à l'arrêt. Mais c'est surtout, on monte les freins, on garde les freins de température. D'ailleurs, on voit. Fabio le fait beaucoup quand il sort des stands aux essais. Il met des grands coups de frein. On le reconnaît à chaque fois. Parce que c'est vraiment, c'est quelque chose à faire pour pas se retrouver au premier freinage sans frein. Le carbone nécessite de garder les freins de température. C'est vrai que ce que disait Bastianini, c'est que c'est vraiment à la sortie du virage, au début de la grille, donc il reproche un petit peu à Johan d'avoir peut-être freiné trop tôt. Bon, il a surtout pas été attentif. Oui. C'est un accident bête parce que qui lui a coûté sa course. Parce que non seulement il a dû repartir, donc il part avec sa deuxième moto la voie des stands, et puis il tombe en course et la moto prend feu. Voilà. Donc 2 motos cassées. Chez Ducati, ils ont fait un peu du chiffre. En plus, quand tu dis que Johan a freiné un peu tôt, il est déjà bien sur les marquages de la grille quand même. Quand tu vois les images, même s'il est sur les dernières lignes, il est quand même pas juste il est pas juste à la fin du vibreur, tu vois, à l'extérieur du virage. Ouais, mais bon après, voilà, peut-être qu'il était en train d'enclencher, comme tu dis, le divide, d'activer le launch control, et puis ça servira de leçon. Oui, ou peut-être que Bastianini était lui aussi avec en train de regarder ses commandes. C'est ça. Et c'est vrai que. Ils ont de plus en plus de choses à faire. Et puis encore une fois, on rappellera cette histoire de minutes de silence. C'est vrai qu'il y a pas mal de pilotes, on dit, ils sont montés sur la moto un peu perturbés, quoi. Encore une fois, c'était pas bienvenu. On passe au Superbike. World Superbike ce week-end à Estoril. On attendait Scott Redding. Il a répondu présent le samedi. À moitié. Voilà, donc le samedi, on s'est dit ça c'est prometteur, il va pouvoir mener la vie dure à Jonathan Rea. Et puis finalement, Réal dimanche a remis les pendules à l'heure, 2 victoires en course Superpole et en deuxième manche. Pardon, vas-y. Non, je ne fais pas forcément de stats en Superbike, mais je crois que c'est d'ailleurs la première fois qu'il gagne 2 fois consécutivement.
Ouais. C'est ça. Reading. Reading. Parce que du coup, il a gagné. il avait gagné la Il a dernière gagné, manche. ouais, hein. mais c'est pas sur le même week-end. Et puis dans le même temps, donc Toprak Razgatlioglu qui était en forme ce week-end Ah, aussi ouais. au Tu Portugal. peux le refaire Razgatlioglu et Reading ont été fébriles dans cette deuxième manche. Reading tombe, Toprak fait un départ volé, donc Réa s'envole encore au Oui. championnat. Voilà. Reading aussi fait un départ volé aussi. Parce que, Il du n'est coup- pas sanctionné. Pour Si, il a été sanctionné juste après la course, donc il s'est pris 6 secondes, ce qui permet à Mayas Gagner une place. et je sais plus qui d'ailleurs qui était derrière Mayas, D'accord. de remonter au classement et de gagner quelques points. D'accord. Alors que Reading, lui par contre, n'en marque pas du tout. Et chez Ducati, pardon, je vous coupe, chez Ducati, c'était week-end aussi à oublier en Ouais. Superbike, parce que la deuxième manche, donc Reading, ses problèmes, Rinaldi, et Rinaldi se s'est fait fait percuter couper par en deux Gerloff. par Gerloff, Qui partira pilote de- américain qu'on va suivre. Et il avait d'ailleurs fait des essais l'année dernière en MotoGP, hein. Ouais, il avait Sous la remplacé- pluie, il il avait avait... remplacé Rossi. Non, là, c'est aussi. Ah, Mais du coup, il partira de la pit lane à la prochaine course. d'accord. Enfin, sa prochaine course, il partira de la pit lane. Et super. Tu parlais de Lucas Mayas, hein, on va en dire un petit mot. Lucas qui a quasiment pas roulé cet hiver, donc il découvre vraiment la Superbike et qui progresse petit Ouais. à petit, qui a fait des essais intéressants, Moi, je des suis pas inquiet qualifications pour intéressantes. Lucas. moi. Voilà, on l'attend dans le top 10 sous peu, on espère. Mm. Ah, déjà, ouais, au qualif, il fait un top 10 Ouais. et puis après, Ouais. ouais. Par contre, Super Sport, couleur française, GMT, Super c'est Sport, moyen, hein. week-end compliqué Ouais, pour Jules Cluzel, qu'on attendait mieux, alors qu'il fait podium quand même en première manche. Première manche remportée par Steven Odendal sur la fameuse Bardal. Mhm. Et puis une chute malheureusement en deuxième manche. Deuxième manche, c'est Dominique Agarter qui s'impose. Dominique Agarter qui roule aussi en Moto E, Ouais. qui fait les deux championnats cette année. On passe au FSBK, championnat de hommage. France, Ouais. Juste, qui fait un bel hommage Oui. juste pour souligner à à Jason Jason Dupasquier, Dupasquier sur son la... compatriote. Ouais, tout à fait. Troisième épreuve de la saison, FSBK à Lédenon. Mhm. Alors on a un Valentin Debise qui est Toujours aussi impressionnant. qui est en route pour l'histoire. Ouais. 6 sur 6, il a gagné toutes les courses Superbike de la saison, Valentin. Voilà, invaincu et au-dessus du lot. Pour vous donner une petite stat, en qualification à Lédenon, il colle plus d'une seconde au deuxième. Ouais, il Et a en surtout battu le record de la piste qui De la tenait piste. depuis des années Voilà. et qui avait été établi par Sébastien Gimbert à l'époque où les BMW roulaient Michelin avec des pneus qualif. Donc, Ouais, puis entre-temps, il était corrigé les Allemands chez eux. oui, aussi, ouais, il a été faire Oui, une c'est ça, pige je en sais, Allemagne. Ouais, il fait les deux championnats, hein, Valentin, Allemagne et France. Mais, Ah, il va falloir qu'ils construisent un abri pour les couples. non, là, parce que par contre, ce qu'il disait, et c'est vrai, c'est surtout en 600 parce qu'il s'est imposé devant Ludovic Cauchy, si je ne m'abuse pour ne pas écorcher le prénom, qui est le beau-fils d'Adrien Morillas. Et il dit moi j'ai des minots derrière, donc ils me poussent, mais moi aussi je les embête, donc ça va tirer un petit peu le niveau vers le haut. Et c'est pas plus mal. Après, les gens, au bout d'un moment, quand les gens dominent trop, ils sont jamais toujours très, très bien acceptés, un peu à l'image d'Amaury Misera, par exemple, en On va en pré-moto parler, 3, ouais. où lui c'est pareil, il a fait 6 courses, 6 victoires, 6 pôles, pas 6 pôles, mais 3 pôles, pardon. Et là c'est pareil, ça commence un petit peu à grincer des dents. Mais bon. Alors on se souvient d'ailleurs, on parlait de Lucas Mayas tout à l'heure, il me semble que Lucas Mayas a fait 12 sur fait 12. 12 sur 12 à À l'époque où l'époque. il était en Super Sport sur la Dark Dog. Dark de Dog Marc Academy, Fontan. ouais, la Yamaha. Bon, derrière Valentin Debise, on a quand même le champion en titre Mathieu Ginès qui s'accroche, qui est sur le podium, qui est sur tous les podiums depuis le début de la saison, mais bon, pas sur la première marche malheureusement. Et puis les BMW Tecmas, c'est un peu plus régulier, mais on a quand même un podium pour Alain Techer et un podium pour Kenny Pour Forêt. voilà. Et puis on va juste alimenter la polémique. C'est tous ces pilotes roulaient le week-end d'avant alors qu'il y a une limitation sonore de 99 décibels et que certains pilotes n'ont pas pu rouler. Donc voilà, on va essayer de trouver une explication rationnelle à tout ça. D'accord. Un petit mot du Super Sport. Debise, évidemment, les deux manches. Super Sport 300, on a un doublé d'Alexis Boudin qui c'est son retour. Hein, c'est Ouais, sa première course de la il s'était saison. blessé au Mans. Hein. Il était blessé, donc superbe retour. Alexis Négrier qui reste solide leader, hein, qui fait 2 fois deuxième. Et puis en OGP, tu l'as dit, Amaury Misera, invaincu depuis le début de la saison. Donc il se tire la bourre avec Valentin Debise, on va voir qui tient jusqu'au bout. Faudrait les confronter tous les deux pour voir qui a raison, mais en tout cas, c'est bien. C'est bien. C'est quand la première course des mini GP là? Je sais pas du... Alors Ah. c'est, je crois que je me demande si c'est pas au Paul Ricard, c'est au début de l'été, au mois de juillet je pense. Ok. Bah écoute. T'es engagé, Doc? Non, Ouais. pas trop vieux. Non, un peu trop lourd. D'accord, ok. On avait dit pas le physique, Michel. On avait dit pas le physique. Parce que hormis Alexis, à mon avis, on est mal pour critiquer. Bon, en tout cas, Je vais vous laisser du coup.
Non, on va conclure. Donc merci en tout cas Alexis. Et puis vous le savez, dans le cadre d'After Sunday, vous pouvez poser vos questions soit à Johan Zarco, soit à Fabio Quartararo. Et bien justement, je vous propose d'écouter la question de Damien de Nice. Il a posé la question suivante à Johan. Qu'est-ce qui rend la Ducati aussi performante sous la pluie? La réponse par Johan Zarco. Salut tout le monde. Eh bien, pour répondre à la question de la Ducati qui fonctionne si bien sous la pluie, je dirais que c'est son électronique qui fait vraiment la différence parce qu'à mon avis, on gagne pas mal de temps à l'axel. Après, il y a plein de confiance à avoir, mais à mon avis, l'électronique nous aide beaucoup. Par contre, ensuite, quand ça devient séchant, j'arrive vraiment à me sentir à l'aise parce que comme je pousse pas beaucoup les pneus, et ben en fait, les autres utilisent beaucoup les pneus et moi là, j'arrive à trouver un bon compromis et c'est ça qui fait la différence. Donc c'est plutôt simple à expliquer et après il faut savoir le sentir. Voilà donc la réponse de Johan Zarco. Allez, on va passer maintenant à notre ultime rubrique avant de recevoir notre invité Pascal Couturier. Eh bien c'est notre jeu concours et le pronostic. Alors, le Grand Prix du Mugello, on en a parlé. Évidemment, comme beaucoup autour de cette table, on attendait une, peut-être voire deux Ducati sur le podium. Eh bien, malheureusement, personne n'a trouvé le trio parfait sur ce Grand Prix d'Italie. Donc, malheureusement, le casque Johan Zarco Replica n'a pas été gagné. On va le garder, on le remettra en jeu un petit peu plus tard dans la saison, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de raison. Il va falloir que vous le gagniez avant la fin de cette saison 2021. Le jeu concours, eh bien, il porte pour le prochain Grand Prix. Alors là, on va pas se refroidir parce que c'est dès la semaine prochaine, en fait, c'est Barcelone, c'est ça. Donc, on l'a un peu évoqué. Michel, Thomas, Alexis, pronostic, circuit rapide, mais tu l'as dit, Michel. Mais pas trop. Mais pas trop, plutôt de la maniabilité. C'est un circuit complet. Yamaha, Barcelone, c'est un circuit où la piste manque de grippe. Ouais, puis il y a un nouveau tracé en plus, donc du coup, il ne faudra pas prendre Il les y a un références. virage numéro 10 qui est un peu différent. On se souvient que l'an dernier, la course, elle s'est déroulée en octobre, il faisait très froid, Ouais. donc là, on risque d'avoir très chaud. Voilà. Faites Donc. vos jeux. Non, écoute, moi, si tu me poses la question, je vois bien une Ducati là pour le coup, parce qu'elles ont toujours bien réussi là-bas, mine de rien, à l'époque Lorenzo, Dovizioso ou autre. Donc voilà, mais Quand bon. même une Ducati sur le Ouais. podium. Ouais. Sur le podium, non. Je pense que là, Fabio sera ultra favori, quoi. Parce que on rappelle que c'est là qu'il a fait son premier podium en MotoGP, c'est là qu'il a fait son premier podium en Moto 2. C'est sa première chute aussi, je crois d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. C'est la essais. première Exact. fois que- Et puis il a gagné l'an dernier, donc il est un peu chez lui là-bas. Et vu la forme du moment, je le verrais bien gagner la course. Alexis, tu partages aussi? Ouais, moi je dis Fabio, Mir et Bagnaia. D'accord. Et Johan 4? Ouais. Bon, moi j'aimerais bien le voir sur la plus haute marche du podium, Johan, depuis le temps qu'il tourne autour. J'aimerais bien que ça se concrétise. On verra si ça sera à Barcelone. En tout cas, on en reparlera la semaine prochaine. En tout cas, vous, pour jouer, eh bien, vous connaissez maintenant la procédure. À partir du jeudi, vous postez le poleman et la physionomie du podium. Et donc, on va vous parler du lot qui sera gagné dans quelques instants parce qu'on va recevoir notre invité. C'est là où Thomas nous quitte. Merci en tout cas Avec plaisir. Thomas d'avoir partagé ces instants avec nous et ces statistiques. Tu vas à Barcelone toi? Ouais. Ouais. Avec Michel. Ouais. D'accord. Bon, alors vous nous ramenez du inside comme Et du les jambon. contrats, voilà, du jamon et du queso, bien sûr. Et puis dans quelques instants, donc on va accueillir Pascal Couturier, donc qui est le directeur de Shoei Europe, et donc on va pouvoir parler un petit peu équipement, parler un petit peu du relationnel qui existe justement, et puis la confiance qui doit se créer, j'imagine, entre un équipementier et son pilote. Merci Thomas. Avec plaisir. À bientôt. Prendre ouais, vas-y. Voilà, parce que vous l'avez compris,
Bonjour Pascal, merci de nous rejoindre. Attends, Merci de reprendre. les équiper. Et ben voilà, donc vous l'avez compris, il n'avait pas été gagné la dernière fois Pascal, donc on le remet en jeu pour le Grand Prix de Barcelone. Ce sera donc le casque Alex Marquez Replica, le Shoei Alex Marquez Replica, qui sera à gagner sur ce concours. Shoei, t'es avec Pascal, oui, quand même. chaud, oui. Oui, Shoei, j'ai dit Shoei, pardon, Shoei, excuse-moi. Voilà, Shoei. Avec Quartararo, Shoei, à la fin de la saison, je serai au top. Voilà. Bon, ben Pascal, en tout cas, comme je te le disais, ça nous fait plaisir de t'accueillir. Hein, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Pascal, j'ai dit qu'il était le directeur Europe de Shoei. Ouais, j'arrive pas. Hein, Shoei. Mais tu as un passé de trialiste de haut niveau, puisque champion de France de trial, champion du monde par équipe et 4 fois champion du Japon. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, oui, dit-il. C'est-à-dire qu'en fin de carrière, je suis parti au Japon, j'ai fait 4 années là-bas et où j'ai roulé pour Yamaha. Et puis ça m'a permis de travailler pour Yamaha Motor France après pendant une dizaine d'années, puis après d'intégrer Shoei. Donc, et de travailler donc pour maintenant une marque japonaise. Donc on va dire que la boucle est. Tu étais Shoei pendant ta carrière? J'ai été Shoei une partie. Ouais. J'ai roulé avec d'autres marques. J'ai changé souvent de marque de moto, voire d'équipementier. Ce qui m'a permis aussi de finalement de comprendre, là je fais un peu l'enchaînement avec ma gestion des pilotes, on va dire, pendant 7 ans en MotoGP pour Shoei, donc c'était une très bonne expérience. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'attache plus d'importance à la fidélité. Alors que j'ai pas été forcément le plus fidèle pendant que je roulais, puisque les pilotes, d'ailleurs c'est pas toujours évident d'arriver à avoir un suivi, de rester pour la même marque. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, notamment financière ou autre, hein, où on peut faire certaines erreurs. Donc j'ai attaché quand même pas mal d'importance quand on démarre quelque chose avec un pilote. Ce que je fais encore aujourd'hui pour Shoei France, je le fais plus en MotoGP, mais je le fais pour Shoei France, de démarrer une relation qui puisse durer. On ne sait jamais, c'est jamais évident, il y a tellement de choses qui se passent, le pilote peut changer de moto, peut prendre une autre orientation dans sa carrière, mais c'est vrai que le but, c'est de rester quand même le plus longtemps possible ensemble, de commencer à construire une image. Et on le voit, les pilotes ne changent pas tellement finalement. Après, le casque, c'est quand même particulier. Il y a une notion bien évidemment de sécurité, mais aussi de confort. C'est pas évident de changer. Enfin, quand un pilote sort bien avec un casque. Non, tu as raison de le signaler. Le pilote, le moteur, hein, c'est vrai, quand on est bien dans un casque, on en. Alors, c'est pas évident, on va pas se mentir, on est là entre passionnés. Il y a une option, il y a un paramètre financier à tout niveau qui rentre en jeu, mais que je comprends parce que il y a des jeunes pilotes qui démarrent, ils ont besoin de budget, ils ont souvent, on va dire, l'équipementier, ça leur permet de vivre, donc on comprend très bien ça. Maintenant, après, l'équipementier peut mettre ou pas mettre le budget qui va derrière. C'est tout à fait, c'est logique, mais c'est vrai qu'à la base, bon, on a la chance d'avoir une marque connue, reconnue. Je peux dire une marque de qualité, je ne vais pas dire le contraire. Non, vas-y. J'en profite. Fais-toi plaisir. J'en profite. Mais donc derrière, effectivement, on a la chance que les pilotes viennent souvent en priorité chez nous. C'est ce qui s'est passé avec Marc notamment, Marc Marquez. Avec Marc Marquez qui est venu, qui nous a contactés via le distributeur espagnol à l'époque, en 2009. Il n'avait pas encore été champion du monde. C'était déjà un pilote qu'on pouvait à fort potentiel, mais donc quand je lui ai amené le casque, on a regardé, il l'a mis sur la tête, c'est moi qui lui ai amené la première fois le casque dans son camion, donc il l'a regardé, bon j'ai vu de suite le petit sourire, voilà, donc et puis pour nous c'est important parce que ça fait combien de temps que vous êtes en contrat justement avec depuis 2010, hein, donc c'était une relation à long terme, il a fallu bien sûr évoluer, il a fallu que nous on change aussi de braquet puisque à l'époque, on avait passé des grandes années avec les Lawson, Garner, pardon, je me trompe, Rennais, on avait passé des très grandes années, ça a permis à la marque aussi d'être connue mondialement. Et derrière, on a eu une période un petit peu où les Japonais s'étaient un peu moins investis, avaient gardé un peu les pilotes sans chercher forcément la performance. Et quand j'ai repris la charge des contrats en MotoGP, c'est vrai que je rêvais, en ayant eu un passé effectivement de sportif, d'avoir un pilote qui brille en MotoGP. Je suis arrivé là avec Michael Rivoire, pour qui je ne pensais ce soir, parce qu'il a vécu un week-end difficile, le pauvre, mais Michael s'occupe du MotoGP, il fait le racing service, c'est ça. Il fait vraiment le travail sur... C'est lui qui est au contact des pilotes en permanence sur les circuits. Donc bon, pour ça que j'ai une pensée pour lui. Mais au-delà, on rêvait effectivement, on a vite rêvé d'avoir un pilote qui brillait à très haut niveau. On avait Chris Vermeer
Vermeulen, mais qui roulait bien, qui était un très bon pilote. Mais des très bons pilotes, il y en a beaucoup. Un pilote exceptionnel, c'est difficile. Et c'est vrai, quand on arrive à démarrer une histoire avec un pilote, on va dire exceptionnel, comme du type On Marc essaie de la Marquez. garder, ouais. C'est On combien essaie un de le contrat, garder. Marc Marquez? Évidemment, je peux pas vous répondre, mais ça Il y a ressemble. 6 ou 7 raisons. secret, Zéro. Marc Marquez, il a eu parfois des offres plus intéressantes que la vôtre financièrement. Et il a choisi de rester chez vous. Oui, pour oui. la qualité Après, il y a des toujours un compromis à trouver. Il faut pas rêver. C'est aussi bien logique. Hein. Aujourd'hui, Marc, c'est notre image sur le. Alors, il y a eu du développement sur les casques. On parlait de sécurité, choses comme ça. Bien évidemment, on se sert des pilotes pour développer. C'est la principale raison. J'écoutais Eric Dussen lors de la dernière émission. C'était assez intéressant. Effectivement, là, nous, on est exactement dans le même. Bah oui, on a les informations. Michael Rivoire, donc sur les GP, remonte les informations. Après chaque GP, il fait un rapport. On se sert des informations, on demande aux pilotes. Et derrière, effectivement, il y a. Après, c'est un pilote clivant, Marc, en termes d'image. On sait qu'il y a. Oui, c'est sûr. Donc, mais comment, au niveau mondial, Ouais, au niveau non, mais- mondial, il y a une image. Non, mais je dis pas qu'il n'y a pas mondiale, d'image, donc, mais je dis que c'est un pilote clivant. Et donc, oui, c'est vrai. comment on se. Mais qui nous fait. Comment on étudie ce que vaut, enfin, ce que va rapporter l'image de ce pilote Par rapport à ce qui peut. Est-ce que l'investissement est rentable? Je De pense quelle qu'on manière peut on pas peut savoir si répondre à c'est ça. On peut rentable? pas répondre, je dirais même Tu pour peux pas un le constructeur quantifier moto, réellement, voilà. personne ne peut le quantifier. Je dirais déjà, ce qu'on peut quantifier, on peut pas le quantifier, mais ce qu'on voit quand même, c'est que on distribue sur tous les pays, sur tous les continents aujourd'hui, nos produits. Donc après, derrière, l'image du MotoGP, et notamment le pilote qui brille en MotoGP, va nous rapporter une image globale. Je pense qu'il faut le voir comme ça, mais tu peux pas le quantifier. Là, on a par exemple le casque réplica de son frère. Tu as aussi dans la gamme le Bien sûr, Marc Marquez. Il y en a plusieurs. Ça, après, par contre, c'est clairement, tu peux le quantifier par rapport au succès que rencontrent les Bien casques, non? Oui, bien sûr. Donc c'est de toute façon, si on le fait, c'est que ça nous semble rentable, mais le quantifier, c'est impossible. Parce qu'après, c'est bon, sur du haut de gamme, c'est Shoei. Quels sont les modèles les plus vendus aujourd'hui? Alors, les modèles les plus vendus, c'est les modèles aujourd'hui démodulables, des modèles plus touring sportif. Là, on est sur le casque haut de gamme hyper sport. Donc finalement, c'est pas le modèle le plus vendu, bien évidemment. Marc de Mulhouse nous demande MM. comment. MM nous demande comment une marque choisit ses pilotes en MotoGP, sur quels critères. Déjà, est-ce que vous les surveillez peut-être dans les petites catégories, essayer de miser sur les plus prometteurs? C'est difficile parce que on peut pas. Pour mon expérience, j'ai suivi surtout mon instinct. Après, les décisions, elles se fait toujours en accord avec le Japon. J'ai surtout suivi mon instinct, écouté des personnes qui sont dans la moto. Moi, je venais pas de la vitesse, donc j'avais pas cette expérience. Mais j'avais l'expérience effectivement du sportif. Donc c'est déjà ça m'a beaucoup aidé. Mais après, c'est d'écouter, de dire tiens, celui-là, ce petit jeune-là va bien. J'ai vu le petit Acosta, par exemple. Si j'étais aujourd'hui à m'occuper à chercher un pilote en Je Moto pense que 3, t'es pas le seul. je ne serais pas le seul. C'est là que ça devient compliqué. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Évidemment, ça devient Alors, par compliqué. contre, Mais t'as eu effectivement, Fabio, dessus, tu le vois. T'as aidé Fabio à ses débuts et. Je l'ai aidé pendant longtemps. Ouais, Fabio. c'est ça, ouais. Justement, je voudrais ça reste- rebondir par rapport à ça, sans rentrer trop dans la confidentialité, mais qu'est-ce qui fait justement que vous perdez Fabio? Parce que vous le perdez au meilleur moment presque, tu vois, vous le Non, livrez c'est sûr, en c'est sûr. grossissant et en Ouais. étant un petit peu taquin, vous l'apportez sur un plateau doré à la concurrence. Oui, après, c'est un peu le jeu. Alors, C'est un il y a problème deux de choses. financement. Fabio, c'est Voilà. arrivé, pour revenir à la question, il roulait avec la famille Conti, il faisait la Conti Cup. Donc nous, on était partenaires de la Conti Cup. Donc on nous a dit dès le départ, je me souviens des mots de Patricia Conti à l'époque, qui me disait « ça c'est le futur Valentino Rossi ». Alors c'est vrai, quand on revoit avec le temps, on se dit c'était un peu gonflé de dire ça, mais tout le monde me le disait. Donc effectivement, je me suis dit tant qu'à aider un jeune, en plus c'est un jeune qui est sympa, ses parents sont adorables. Enfin moi je suis d'ailleurs très heureux pour eux avec ce qui se passe en ce moment, c'est un grand plaisir, même s'il ne roule plus pour nous. C'est bon pour le sport français, c'est bon pour ce jeune. Ça montre à d'autres jeunes qu'il n'y a pas besoin d'être milliardaire, alors même si c'est difficile, pour venir gagner en MotoGP et faire la carrière qu'il fait. Donc maintenant son père s'est énormément investi. Donc toute cette histoire-là, elle est belle, mais on a démarré parce que effectivement c'était du bouche-à-oreille, de la discussion, et ça se fait souvent comme ça. Après, faut y croire. Faut un peu de On l'a retour aidé, sur moi investissement. je l'ai aidé pendant très longtemps au départ. Après j'étais effectivement, c'est bien tombé, j'étais en charge des contrats du Racing, donc ça a permis d'en parler rapidement aux Japonais en leur disant attendez, l'année prochaine celui-là il va arriver, il faut qu'on l'aide.
d'en parler à l'époque à Emilio Alzamora. J'ai dit écoute, tu regarderas ce jeune, il va pas mal. Donc c'est aussi beaucoup de choses comme ça. Le temps que je pouvais passer sur un GP, c'était des choses à regarder, parler, écouter. Et puis voilà, après on le perd pourquoi? Parce qu'on a investi beaucoup dans nos top pilotes, hein, donc avec Marc par exemple, parce qu'il il faut sortir quand même des budgets, on est obligé, la pyramide elle monte, les budgets sont de plus en plus importants, ce qui est logique, donc effectivement on peut pas avoir tous les pilotes. Quand on a un pilote comme Fabio qui est le futur du MotoGP, c'est difficile, quand on a la star du MotoGP au même moment, de signer les deux, c'est compliqué. Donc tout simplement, bon moi je m'en occupais plus à l'époque, mais j'aurais certainement pas fait mieux, malheureusement, mais voilà, après il faudrait que la marque s'investisse encore plus. Maintenant, là on revient au retour qu'on peut en avoir, il faut se calmer aussi, et aujourd'hui on essaie d'avoir un bon compromis. Nous, notre premier rôle, c'est d'investir dans nos produits, de sortir le meilleur produit possible, et de se concentrer sur avoir le meilleur produit. Derrière, si on peut avoir des top pilotes, c'est bien. Alors justement, je vais couper la parole à Alexis qui d'habitude est chargé de ça, parce que je vois qu'Eric en régie nous a envoyé aussi une question intéressante de Julien de Nancy qui demande justement entre le casque que porte Marc Marquez en course et le casque qu'on va retrouver dans le commerce, quelle différence y a-t-il? Alors, d'ici, depuis 2 ans ou 3 ans, il y a une certification FIM maintenant pour les pilotes de MotoGP. Donc depuis 2-3 ans maintenant, on n'a plus tout à fait les mêmes casques. Ils sont très très proches. Je parle juste en termes de sécurité, ils ont fait évoluer certaines choses. Le casque est notamment un petit peu plus lourd, donc j'ai pas le détail, mais les casques sont légèrement différents. Mais jusque là, moi j'ai pris des casques dans le stock chez Shoei France, je les ai envoyés au peintre, qui est Aérodiffusion d'ailleurs pour pas le citer, un peintre français, et on lui a envoyé les casques directement, il peignait les casques directement. Donc c'est vraiment les casques du commerce, et on ne choisissait absolument pas. Après, c'est des intérieurs qui sont alors après, on peut jouer légèrement, mais les épaisseurs de joue. On peut jouer légèrement, ça c'est Mickaël qui va travailler là-dessus, mais on peut le faire aussi sur le casque standard. Aujourd'hui, il suffit d'acheter des joues différentes. Ouais. Honnêtement, il y avait très très peu de différence. En plus, ce casque-là avait été fait avec l'aide de Marc, en travaillant, notamment là, pour un simple détail, la vision, enfin c'est pas un détail d'ailleurs, mais la vision très très basse, les casques ont quand même vraiment évolué à ce niveau-là. Oui, l'ouverture, tu veux dire? Oui, le champ de vision, parce que Marc était quand même très couché sur sa moto à l'époque, et on a fait évoluer là-dessus, mais les casques, non, sont vraiment... Tu parles de l'homologation FIM c'est une certification. Pardon. Non, c'est un peu différent, l'homologation, ça va être quelque chose de national, d'officiel, et puis la certification FIM c'est un peu à part. C'est plus coûteux de produire un casque comme ça, c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas sur les casques du commerce? Non, alors là c'est une question de timing, parce que tout simplement quand ils ont lancé la certification, il a fallu déjà sortir des casques pour les pilotes. Et il y a pas mal de marques qui ont un peu galéré, même nous, il fallait s'occuper déjà de faire suffisamment de produire pour faire suffisamment de casques pour les pilotes. Et derrière, effectivement, ça va servir à la série. D'ailleurs, il y a déjà des casques dans le marché. Elle fait un peu polémique quand même, cette norme. Il y a toujours des polémiques quand quelque chose est nouveau. Puisqu'on sait qu'en gros, un casque... il agit et quand il se casse, il absorbe le choc. Et là, de vouloir d'avoir un truc plus rigide. Ça c'est aussi la grosse. On peut reparler à l'époque on parlait aussi de la certification de la norme SNEL aux US et la norme européenne. Il y a toujours eu une discussion à ce sujet-là. Donc les pilotes américains, nous tous les pilotes jusqu'à Vermelon avaient des casques puisqu'ils venaient notamment des US ou d'Australie, ils avaient des casques normes américaines, donc plus lourds, plus rigides. Et d'autres pilotes européens prenaient des casques européens qui étaient donc qui se déforment un peu plus, qui amortissent mieux le choc, qui sont plus légers par contre. Donc après, c'est difficile de choisir entre deux normes. Après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être les meilleurs dans chaque norme, d'avoir les meilleurs résultats dans chaque norme. Après, de dire qu'une norme est mieux que l'autre, c'est toujours C'est aussi une différence de philosophie de longue date que vous avez avec votre compatriote Arai, qui fait des casques très durs, là où Shoei fait des casques qui absorbent les chocs, qui s'écrasent un peu. Je simplifie, mais oui, il y a un peu de ça. Alors, après, on a toujours... c'est vrai que la philosophie de Shoei, c'est toujours été de faire des casques très compacts, plutôt légers, compacts, parce que c'est aussi important pour la sécurité. Et puis après, d'être les meilleurs dans chaque norme, de prendre les normes du pays, d'être les meilleurs dans chaque norme. Donc si demain, la norme, d'ailleurs, elle évoluera en Europe, on essaiera absolument d'avoir les meilleurs résultats et de les maintenir sur toute notre production, ce qui est quand même aussi
un point, mais là c'est un autre débat. Je pense qu'il faudrait une autre émission Ouais, pour en parler. mais- Justement, on arrive au terme de l'émission. On va faire une dernière question. Moi, j'ai envie de te poser juste, si tu peux y répondre rapidement. C'est aujourd'hui la durée moyenne d'un contrat sur un pilote, qu'est-ce que c'est? Et justement, par contre aussi sur les décos, on voit de plus en plus de casques qui ressemblent plus aux autres parce que Red Bull est de plus en plus omniprésent. Est-ce que ça, c'est pas gênant quand on est fabricant comme ça, notamment pour les problèmes de réplica, sachant que Red Bull est intransigeant là-dessus? Alors là, Vite, il te reste 2 minutes. Ben là, non, alors là, je suis plus moi en responsabilité sur le MotoGP, donc je peux en parler. Oui, moi, je préférerais effectivement qu'on ait sur la tête de nos pilotes des casques avec l'identité Shoei totalement, bien évidemment. Après, c'est à nous de voir. On peut très bien essayer d'imposer ça. Ça peut être un point bloquant d'un contrat, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est un point. Mais c'est certain que oui. Et aujourd'hui, donc un contrat, un pilote qui va devenir, qui passe en MotoGP, par exemple, qui n'est pas chez vous, vous allez vous engager, comme tu le disais, créer une relation. C'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans là? Il n'y a pas de Souvent, il y a on pas a de signé, norme. notamment pour Marc, on signait tous les 2 ans. Là, je pense qu'il y a eu un contrat qui a été signé plus longtemps parce qu'on croit aussi. Et je suis un petit peu pour défendre un peu Marc Marquez quand même. C'est vrai qu'on a un peu malmené C'est vrai, aujourd'hui. Mais bon, il a quand même prêté le flanc aux critiques. Oui, non, c'est vrai que ce week-end, ça n'a pas été. Je suis surtout j'étais forcément déçu parce que j'aime le sport, mais on voit vraiment qu'il souffre, que c'est compliqué. Moi, je pense qu'il va s'en sortir. Je l'ai quand même On le souhaite tous. Parce que, bien sûr, on le souhaite tous, parce qu'il y a eu d'autres pilotes qui ont eu des moments difficiles. Regarde Johan, pour des raisons différentes, qui a vraiment une traversée difficile. Aujourd'hui, on le voit, il brille, c'est vraiment top. Jorge, le problème, c'est que c'est lié à la blessure. l'époque. Le problème, c'est Oui, que non, c'est encore autre chose. Quoi. Non, on ne sait pas, mais je pense que là, il se bat parce que c'est un battant, il veut rien lâcher. Et c'est compliqué, mais la moto aussi, elle n'a pas évolué non plus. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Non, mais on en a parlé, des problèmes techniques, etc. Mais c'est vrai qu'on sent que lui aurait besoin d'un soutien peut-être psychologique, d'un accompagnement un peu plus... En tout cas, il peut mettre sa tête au frais et elle est bien protégée, on va dire ça comme ça. On le fait au maximum. Parce que le petit frère aussi, c'est vrai ça. Non, mais... Juste, allez, une dernière question. Combien de casques sur une saison pour un gars comme Marquez ou son frère ou c'est quoi? Ça dépend si... Oui, non, mais hors chute par exemple sur un Non, ils ont contrat. une allocation, je crois, de 4 ou 6 casques au départ. D'accord, oui, mais après, c'est en on fonction. va pas les laisser sans casque. Sachant que les casques sont entretenus après chaque séance, nettoyés, démontés, séchés, etc. Ok, bon, écoute, merci Pascal. Merci à vous, c'était bien on te fera revenir parce que je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à dire autour des casques. Merci Alexis, merci Michel, merci à vous de nous avoir suivis et bien à la semaine prochaine. Michel a raison, on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. On compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien et bon Grand Prix de Catalunya.